Libertin, je les récapitule. 1. Il est isoliste. Je suis seul au monde, dit-il. 2. Il considère, pour cette raison-là, qu'autrui peut être manipulé techniquement. 3. Ça le conduit à une valorisation du corps, puisque l'autre est manipulable techniquement et que ça ne pose aucun problème, ça suppose que l'autre est réductible à son corps. 4. Il faut donc exclure du corps toute qualité métaphysique, dont la beauté. Et évidemment, exclure l'amour comme ce qui pourrait nous porter vers le corps de l'autre, autrement que vers un corps qui ne serait qu'un objet. 5. Sur cette base-là, le libertin adopte une posture radicalement matérialiste et athée. On saute les étapes intermédiaires, on prend la première et la dernière, on obtient 1. Il est isoliste, et il est isoliste parce qu'il est matérialiste et athée. Oui, mais ça ne tient pas. Regardons de plus près. Notre libertin, je l'ai dit, considère l'autre comme un objet. Il exclut l'amour. Autrement dit, il considère que dans la relation à l'autre, celui qu'il va manipuler, celle qu'il va manipuler, il considère que lui peut manipuler l'autre sans être affecté. Aimer, c'est être capable d'être touché, capable d'être affecté par l'autre. Son isolisme consiste donc à adopter une posture telle qu'il puisse prétendre surplomber la situation. C'est ça la position du libertin dans le fond. Il prétend être au-dessus de la situation. Il n'est pas totalement engagé. En réalité, la voix de Sade sonne faux quand il décrit ce qu'il décrit. Il décrit un homme qui surplombe la situation, qui provoque douleur, souffrance, etc. pour son propre plaisir. Il accepte bien d'éprouver du plaisir charnel. La volupté ne le dérange pas. Mais ce plaisir et cette volupté ne sont pour lui que des mécanismes physiologiques qui sont à l'œuvre dans la machine corporelle qui le constitue, mais d'une manière telle qu'il n'en soit pas plus affecté que ça, lui, qui surplombe tout ça. Et qui dès lors peut regarder la scène comme on regarde une scène sur un écran de télévision ou au cinéma. Il est un peu au-dessus de la situation. C'est pourquoi d'ailleurs il est convaincu qu'il peut s'engager dans une telle relation sans jamais être touché par l'amour. Et oui, mais regardez bien, si je ne suis qu'un corps, si je ne suis qu'une machine biologique, si les stimulations érotiques de la relation à l'autre touchent mon corps, c'est-à-dire mon être même, comment puis-je prétendre, moi, ne pas être affecté par ça ? Si je ne suis que mon corps, l'engagement qui est le mien dans la sphère de l'érotisme, c'est un engagement de mon être tout entier. Il n'y a rien de moi qui surplombe. En réalité, notre isoliste, en réalité notre libertin ici, dans le fond, entretient un présupposé dualiste. Il est un peu dualiste. D'un côté, il y a le corps, la machine, la machinerie, la commotion qui provoque le plaisir, etc. Et de l'autre, il y a une âme qui est au-dessus, qui surplombe la situation, un peu comme une sorte de démiurge, qui organise les choses, qui organise le monde, mais qui n'est pas affecté par ce même monde. Regardez bien, notre libertin, il ressemble au Pudibond. Il a la même attitude que le Pudibond, vous savez, celui qui veut absolument cacher le corps des femmes, notamment par le voile ou par autre chose, pas mon objet ici, mais celui qui ne veut pas voir le corps, celui qui veut que le corps soit caché, gommé au profit de quelque chose qui est censé surplomber tout ça, qui serait l'âme. Le Pudibond veut voir sans être vu. Il veut voir sans être vu, il veut rester caché dans l'ombre, il veut rester tapi dans l'ombre et observer la situation sans se mettre en jeu, sans se mettre en scène. Ce pourquoi il craint de manière totale, d'ailleurs, la relation charnelle. Et notre libertin, par certains côtés, ressemble à cette figure-là. Il met en jeu son corps, il met en jeu le corps de l'autre, il manipule le corps de l'autre, mais il prétend n'en être jamais affecté. Et là, il y a une contradiction qu'un philosophe a du mal à admettre. Ou bien, on est matérialiste, et alors on est moniste, c'est-à-dire on affirme qu'il n'y a qu'un seul ordre d'être, la matière. Et lorsque la matière de mon être est engagée, c'est tout mon être qui est engagé, à ce moment-là je suis totalement engagé, ou bien je ne suis pas totalement engagé quand je mets mon corps en scène, et je présuppose qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas corporel, alors appelons ça un esprit, une âme, bref, une qualité métaphysique. Cette contradiction, qui est celle du libertin, indique à quel point il ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout d'une vraie pensée de la relation amoureuse. Si l'on se tourne maintenant vers la figure de l'amant, celui qui assume pleinement la relation amoureuse, celui-là, par certains côtés, ressemble au libertin. L'amant digne de ce nom a compris que l'amour, c'est un tendre sentiment, mais que ce tendre sentiment-là, pour qu'il puisse engager une relation avec l'aimé, doit prendre corps devant l'aimé. Autrement dit, l'amant a bien compris qu'il va falloir faire l'amour. Alors j'emploie les mots là au sens de la langue française du XVIIIe siècle. Faire l'amour, ça veut dire il va falloir séduire, il va falloir faire en sorte au moins que par le langage, l'autre puisse comprendre quels sont les sentiments que l'on éprouve. Faire l'amour, c'est aussi le faire être, le faire naître, le réaliser, cet amour-là. Donc l'amant digne de ce nom, un peu comme le libertin, a compris qu'il fallait jouer.
a compris qu'il y a bien un jeu de l'amour et du hasard, a compris qu'il fallait mettre en scène quelque chose qui est de l'ordre de sa corporéité, et qu'un amour totalement éthéré, c'est un amour qui n'est pas celui auquel il aspire véritablement. En même temps, l'amant véritable, comme le libertin, en déduit, très logiquement, que la séduction est nécessaire. Mais l'amant véritable sait que l'autre est une liberté. Il sait que l'autre est une liberté et que par conséquent il échappe à toute maîtrise. L'amant véritable sait que l'autre est une liberté et que par conséquent il peut toujours en être affecté, qu'il peut toujours en être touché, ce pourquoi d'ailleurs il est véritablement amant, c'est-à-dire aussi amoureux. Il accepte d'être touché. Lorsque Laclos met en scène Valmont, je le disais tout à l'heure, il met en scène un libertin. Et le drame du libertin, c'est que, évidemment, le jour où Valmont tombe amoureux de Madame de Tourvel, c'est son univers qui s'écroule. Lui qui pensait pouvoir surplomber la situation, être totalement extérieur, lui va être affecté par cette femme qu'il croyait manipuler. Le paradoxe, c'est que Laclos est plutôt un moraliste, plutôt un dualiste. Et il dit, faites attention, votre corps touche votre âme. L'autre, l'adversaire, est un matérialiste qui dit, vous en faites pas, ce qui se passe dans votre corps, ça ne touche pas votre âme. C'est quand même un paradoxe, parce que c'est les positions inverses qui devraient être soutenues. Donc si l'on ramène ce que je viens de dire à une idée centrale, si véritablement l'amant est à la fois celui qui sait faire en sorte que son amour prenne corps devant l'autre, mais si en même temps c'est celui qui sait que l'autre est une liberté, et qui sait donc accepter d'être affecté, accepter d'être touché par l'autre. Ça permet peut-être de conclure par une sorte de prescription. Ça te disait, français, encore un effort si vous voulez être républicain. Moi, j'aurais envie de conclure en disant, libertin, encore un effort, n'ayez pas peur de la liberté. Voilà, je vous remercie de votre attention.